Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Infatigable, Monique Pinson-Charlot est l'infatigable observatrice, critique et radicale de l'oligarchie française, ce monde des ultra-riches qui dispose de la force de travail de la majorité d'entre nous, dont l'enrichissement est désormais inversement proportionnel à l'appauvrissement des classes populaires et qui influence de plus en plus la vie politique, notamment à travers un paysage médiatique que cette classe-là a asservi. Autrice avec Michel Pinson d'ouvrages comme Le président des riches sur Nicolas Sarkozy, Notre vie chez les riches, Le président des ultra-riches sur Emmanuel Macron, mais également du Méprisant de la République sorti en 2023. Elle nous revient avec ce nouveau livre de combat, Les riches contre la planète, violence oligarchique et chaos climatique, paru aux éditions textuelles. Bonjour Monique. Bonjour. Alors, un slogan bien connu dit que l'écologie sans lutte de classe, c'est du jardinage. Et dans ce tout nouveau livre, on dirait bien que tu prends du plaisir à remettre de la conflictualité de classe dans un discours écolo peu à peu colonisé par le greenwashing et les mirages de la transition écologique. Car pour toi, et tu le dis en dernière de couve, l'écologie n'est pas ce qui nous rassemble, mais ce qui nous sépare. Comme tu y vas. C'est-à-dire que l'écologie ne peut pas être un domaine précis, isolé, segmenté, cloisonné, qui nous est présenté en tout cas comme tel, alors que l'écologie concerne l'entièreté de nos vies. Elle concerne la Terre ne nous appartient pas, mais nous appartenons à la Terre, tous. Et donc, nous pouvons revendiquer ensemble la perpétuation de l'habitabilité de la planète par les êtres humains. Et donc, pour moi, l'écologie est englobante. C'est une réflexion qui doit concerner absolument, par exemple, sur le plan politique, tous les partis politiques. Sur le plan des individus, de nous tous, c'est pareil, c'est notre vie, notre survie, notre immortalité symbolique qui est engagée là. Et tu dis que elle ne peut pas nous rassembler dans les conditions actuelles, mais elle ne peut que nous séparer. Tu as l'impression qu'il y a une forme de discours écologique un peu gnangnan qui voudrait faire oublier la réalité des riches et des ultra-riches qui détruisent l'environnement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement de la responsabilité peut-être des écologistes qui n'arrivent pas à faire les liens avec les autres formes de violence sous le système capitaliste, mais je dirais que les dominants, en tout cas, sont très mobilisés pour nous diviser. Et on le voit bien avec les agriculteurs, tout ce qu'ils font pour maintenir les pesticides et tout ce qui relève de l'agrobusiness au détriment de l'agriculture saine et bio, d'une agriculture qui est véritablement un métier, des savoir-faire très puissants pour les agriculteurs, et tout cela est balayé avec précisément les produits chimiques et notamment les pesticides, et aussi le fait que les subventions, par exemple européennes, de la PAC, sont distribuées en fonction de la grandeur des parcelles possédées. Donc ça profite aux habitants du 16e plus qu'à ceux du fin fond de l'Auvergne. Et est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, quand on parle d'écologie, en tout cas dans certains milieux, il y a une forme de récupération de ce mot par des personnes en réalité qui veulent l'instrumentaliser, asservir le mot, le coloniser pour pouvoir en faire ce qu'ils veulent? Ah ben absolument. Ça, c'est au centre de ce livre. Par exemple, le discours de Patrick Pouyanné quand il a annoncé la transformation du label Total en Total Énergie. Il a fait tout un discours à l'intention de tous ceux qui l'écoutaient, et notamment des actionnaires, pour bien montrer que désormais, le capitalisme fossile allait se cumuler, s'additionner avec le capitalisme vert. Et le capitalisme vert, ça peut exister? Ça existe. C'est déjà là. C'est en place. C'est bien ça qui est terrible. C'est-à-dire que dans cette phase du capitalisme néolibéral
néolibéral qui est en train de muter en capitalisme libertarien, il y a cette instrumentalisation du chaos climatique dont les capitalistes portent la responsabilité, puisque le système capitaliste est basé sur la prédation des différentes formes du vivant, que ce soit les êtres humains, les animaux ou les végétaux. Et donc, la catastrophe est là, elle est bien documentée. C'est eux-mêmes qui sont à l'origine du GIEC, hein, on pourra en reparler. Et pour justement avoir toujours des longueurs d'avance sur nous et bien comprendre la gravité de la crise climatique dont ils sont les principaux responsables. Et alors, je ne sais plus où j'allais. Oui, les capitalistes continuent. Voilà. Donc voilà, la stratégie du choc. Du coup, comme la crise financière de 2008, hein, les gens qui nous écoutent doivent s'en rappeler. Et du coup, c'est instrumentalisé afin de permettre au système capitaliste non pas de s'écrouler, mais au contraire de rebondir avec toujours plus de dividendes pour les uns et toujours moins toujours que rien pour les plus pauvres. Alors ce dernier livre est un peu agencé comme une série de chroniques bien senties, un puzzle, un patchwork comme tu dis, oui. Et il est loisible à celles et ceux qui le lisent de picorer de manière linéaire ou pas. Et le titre d'une de ces chroniques, d'un de ces chapitres commence par « Courage fuyant ». Car loin des discours climato-sceptiques que certains d'entre eux sponsorisent, de nombreux riches pensent que la catastrophe aura lieu. Ils pensent à l'après-catastrophe. Ils organisent leur salut, des plans B, on va dire, mais des plans B pour eux seuls, sur de nouveaux espaces et voire dans l'espace. Exactement. Alors, pour nous, ce qu'il y a d'intéressant du fait qu'avec Michel, on a commencé à travailler il y a plus de 30 ans, je ne sais pas combien d'années, enfin c'était 86, ben ça va bientôt faire 40 ans, sur cette classe au sommet des richesses et des pouvoirs. On a notre premier livre s'appelait « Dans les beaux quartiers », parce qu'on a tout de suite travaillé sur l'entre-soi. Alors l'entre-soi géographique, c'est-à-dire une objectivation dans l'espace urbain de la lutte de classe, ils sont à part. Et le séparatisme des riches est une constante chez eux qui se décline dans l'instant présent, mais qui se décline aussi par rapport au passé et par rapport au futur. C'est-à-dire qu'avec le système de dynastie familiale, c'est une construction sociale, hein, dynastie familiale, l'arbitraire de qui est le fondateur de la dynastie et quand ça va s'arrêter, tout ça, c'est des constructions sociales que la sociologie a justement pour objectif de dévoiler. Eh bien, ils ont toujours fait bande à part. Et là, si vous voulez, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que le processus de séparatisme continue tout simplement. C'est simplement que ça prend des formes différentes compte tenu des inondations, des canicules, de toutes les conséquences du dérèglement climatique dont ils devront se protéger eux aussi. En achetant par exemple des îles ou alors en s'appropriant des espaces protégés, entre guillemets, de la catastrophe. Oui, c'est ça. Enfin, avec des îles, par exemple, je sais que pendant le confinement, Bernard Arnault est parti dans son île en jet privé aux îles Bahamas. Donc c'est une île dont il est propriétaire avec sa famille. Et puis ça peut être des refuges, des bunkers. Enfin, je détaille tout ça dans ce chapitre, notamment en Patagonie, où là il y a des terres très belles, enfin avec des lacs. Enfin, c'est des endroits magnifiques. Ça peut être en Nouvelle-Zélande parce que c'est un pays qui est assez sûr et puis on peut construire des choses en hauteur. C'est un ancien pays qui a été colonisé par la Grande-Bretagne et du coup il reste la tradition de la langue anglaise, en tout cas permet aux plus riches de pouvoir communiquer avec les populations locales. Et puis juste un peu au-dessus de la Nouvelle-Zélande, près d'Hawaï, Mark Zuckerberg par exemple a racheté là aussi toute une île où il y avait des autochtones, donc il les a dédommagés, ils ont dû quitter l'île, et là il a fait construire une ferme bio
qui garantit la nourriture bio sur 7 générations pour sa famille. Donc on voit toujours le temps long qui est dans leur esprit dynastique, on va dire. Donc en fait, il y avait les beaux quartiers, il y a les beaux quartiers dans notre société contemporaine, et bientôt il y aura les beaux endroits dans une société dévastée, dans une nature dévastée. Il y aura, comme il y a les beaux quartiers dans le 16e à Paris, il y aura les beaux endroits, les endroits préservés qui seront habités par eux, et le reste habitera à la merci des intempéries, des destructions, des catastrophes. C'est-à-dire que c'est exactement la même logique que ce que nous vivons aujourd'hui, comme tu viens de le dire, les beaux quartiers. Alors, les beaux quartiers, par exemple, mettons que c'est le 92, avec notamment Neuilly-sur-Seine. Et puis, tu as Bobigny, Saint-Denis, qui sont à quelques kilomètres de Neuilly. C'est pas très loin, en région parisienne, c'est vite fait. Et où là, c'est un tout autre paysage urbain, c'est de tout autre... c'est des modes de vie, des populations très différentes. Enfin, je veux dire, c'est le chemin des pétales de rose pour les uns, et puis le chemin des épines et de tout ce qui fait mal à nos corps pour les autres. Alors, la catastrophe climatique est également porteuse de périls alimentaires, et les ultra-riches, dans ce contexte, tu nous expliques qu'ils investissent dans des expériences agricoles, comme Xavier Niel, qui a créé le campus agricole Hectare, avec un incubateur de start-up qui devront construire et là je les cite, une agriculture régénératrice et relever les défis environnementaux, je les cite encore, générationnels et technologiques. On a regardé une de leurs vidéos d'auto-promo pleine d'éléments de langage, comme vous pouvez l'imaginer. Hectare, c'est un campus à moins d'une heure de Paris qui réunit des solutions pour les défis liés à l'agriculture. Le défi environnemental, évidemment, un défi générationnel, c'est-à-dire qui seront les agriculteurs de demain, et un défi aussi technologique. Et c'est pour ça que sur le campus d'Hectare, on accueille des startups, des formations et aussi des entreprises qui souhaitent comprendre ces enjeux. Alors c'est à la fois bucolique et technologique. Monique, tu t'es intéressée à la nouvelle passion verte de Xavier Niel et tu n'es pas convaincue. C'est-à-dire que d'abord, avec Michel, on est parti se promener. Et ça, c'est important. Ce livre est conçu comme un livre de transmission à partir d'un exemple précis. Là, tu parles du campus Hectare, de Xavier Niel. Il y a d'autres exemples qui sont nombreux dans ce livre. Et puis, on propose, quand c'est possible, d'aller sur le terrain, parce que ça fait une petite promenade qui est sympa, et de se rendre compte par soi-même de la violence symbolique que représente ce lieu qui comprend 600 hectares sur la seule commune de Lévis-Sanon, qui a 800 hectares, en pleine vallée de Chevreuse, un endroit absolument magnifique. Et puis on voit qu'il y a 200, parce qu'il y a 2000 étudiants, mais là, sur place, il y en a, je crois, simplement 200 qui vont profiter de tous les aspects techniques et technologiques. Et donc, voilà, c'est intéressant de voir Xavier Niel, qui est au cœur du système capitaliste, qui est le gendre même de Bernard Arnault, puisqu'il est le compagnon de Delphine Arnault, et qui fait partie vraiment des grandes fortunes, et puis que chaque année, sa fortune augmente dans le palmarès de Challenge. Comment ils envisagent le futur uniquement avec les lunettes et les intérêts du système capitaliste. C'est-à-dire, voilà, c'est la technologie du système capitaliste qui va nous sauver. Mais bien sûr que non. Notamment à produire des protéines produites par la technologie, donc pas par l'agriculteur lambda, mais par les entreprises spécialisées qui ont des brevets, etc. Oui. Et finalement, ce rêve de protéines fabriquées peut rejoindre le désir de manger moins carné, par exemple. Et on voit bien qu'il s'infiltre dans les interstices de nos propres aspirations écologiques. Oui, non, ça c'est vrai. Mais alors, c'est très malin. Ce que tu dis est juste. Et en même temps, il financiarise tout ce qui était du vivant. Il financiarise, il fabrique.
Fabriquer le vivant, ouais, Fabriquer. c'est assez fort. Ouais. Oui, ils fabriquent du vivant et ils dépossèdent, si tu veux, les agriculteurs, les viticulteurs de toute leur culture, de tout leur savoir-faire, de tout ce qui était... l'agriculture, c'est l'endroit du monde qui est le plus au cœur du vivant, puisqu'il y a les travailleurs, les animaux et la terre, enfin voilà. Et du coup... on est là face à quelque chose du rebondissement qui est un très bon exemple, pardon, je bredouille, un très bon exemple en tout cas de la façon dont le système capitaliste s'accapare les conséquences de ce qu'il a, de ses méfaits, pour mieux rebondir. Et cet exemple m'a paru particulièrement intéressant. Bill Gates, lui aussi, s'intéresse à l'agriculture. Ah, c'est le plus grand propriétaire. Dans une vision très techno-solutionniste aussi. C'est le plus grand. Bill Gates, je crois que c'est le plus grand propriétaire agricole du monde, lui. Et toujours dans la même perspective que Xavier Niel. Et donc, sachant que c'est un obsédé des brevets dans l'informatique, c'est un peu ce qui a fait sa marque de fabrique. Breveter le vivant, ce serait, oui, une autre étape dans l'appropriation de tout. Absolument. Et là, il y a un livre que j'ai trouvé très intéressant d'une chercheuse qui s'appelle Hélène Torchman, aux éditions La Découverte, sur la croissance verte, où justement, elle montre que tout le vivant, notamment par exemple les forêts, font l'objet, sont financiarisés, font l'objet de titres de propriété qui rapportent de l'argent à leurs propriétaires. Alors, dans la même logique de préemption sur l'avenir, le groupe Total infiltre avec beaucoup de zèle l'école polytechnique. Tu en parles dans ce livre. On imagine que c'est une grande initiative idéologique avant tout. Bien sûr. C'est-à-dire que quand Total Énergie a décidé d'implanter un pôle recherche de Total sur le territoire de Polytechnique. Alors là, ça a été une grande colère, une grande révolte, une grande lutte. Vraiment, j'ai été admirative de la part des élèves de Polytechnique, des polytechniciens, qui se sont battus et qui ont finalement eu gain de cause, puisque Total a dû renoncer dans un premier temps à construire son pôle sur le terrain même de Polytechnique. Il a décidé après de le faire à côté de Polytechnique, mais pas sur le terrain. Puis après, finalement, ils sont allés se mettre dans un endroit où il y avait plein d'autres pôles de recherche. Voilà. Mais il faut savoir que Total Énergie a des chaires d'enseignement, par exemple, à Polytechnique, que Total Énergie a des chaires d'enseignement, je crois, au Collège de France, à Sciences Po, j'en suis sûre. Voilà, un peu partout, il y a une pénétration idéologique de la part des multinationales très puissantes pour faire valoir, au final, leurs intérêts économiques et idéologiques. Toujours sur le terrain idéologique, tu vas en guerre contre un certain nombre de concepts. Dans ce livre, tu détailles et tu montres les pièges d'un certain nombre de concepts que tu cites, comme le concept de neutralité carbone. Qu'est-ce qui te dérange dans ce concept de neutralité carbone ? Ce qui me dérange, c'est d'abord que c'est une manipulation linguistique et idéologique. Neutralité carbone, c'est ce qu'on appelle un oxymore, c'est-à-dire ces deux mots qui sont contradictoires. Alors la neutralité carbone, qui doit être en principe, qui était annoncée pour 2050, et donc la masse des gens qui écoutent la télévision, qui écoutent les nouvelles, croient qu'il n'y aura plus d'émissions de gaz à effet de serre en 2050. Mais c'est pas ça du tout. En fait, c'est une financiarisation généralisée. Sur le principe suivant, à partir de Kyoto, de l'accord de Kyoto en 1997, il a été décidé de créer un marché des droits à polluer. Alors qui est surtout valable pour les pays occidentaux riches, qui peuvent continuer à polluer, qui achètent les droits à polluer, à condition qu'ils compensent ailleurs le même niveau de pollution ailleurs. Neutralité carbone, c'est ça que ça veut dire. C'est pas qu'il y en aura plus, c'est que ça sera équilibré entre la captation du carbone
de manière naturelle par les forêts ou de manière même capitalistique avec des moyens technologiques. La captation du carbone aboutit à la neutralité carbone. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et ça, je cite Hélène Torgman. Donc, les riches des pays occidentaux se sont beaucoup tournés vers les pays pauvres du tiers-monde, les pays pauvres qui ont été autrefois des colonies, pour compenser, pour justement acheter des forêts, fabriquer, construire des forêts, parce que là-bas c'est moins contrôlé puis c'est moins cher. Et finalement, donc les forêts qui étaient donc des puits de carbone sont devenues, et là je cite cette chercheuse, sont devenues en réalité des puits de crédit carbone. Donc une financiarisation qui est généralisée vraiment à toutes les formes du vivant. Et par ailleurs, les forêts qui appartenaient aux populations autochtones sont désormais, entre guillemets, propriété de ces capitalistes, finalement, qui étendent, c'est une extension du domaine de la propriété et de l'appropriation. Qui s'accapare, effectivement, on revient à des termes d'autrefois, l'accaparement des terres. Et là, j'ai vu un film Guerre froide, de la guerre froide vers la guerre verte, qui montre qui se passe entre le Paraguay et le Brésil, où là, il y a des champs et des champs qui ont été des champs de soja qui appartiennent à des multinationales, qui ont détruit toutes les cultures vivrières. Et puis, les autochtones n'ont plus la possibilité, sauf dans des petits coins réservés, et encore réservés, ces petits coins à eux qui leur appartiennent encore, sont envahis d'immenses termites, parce que tout comme la biodiversité est détruite par les pesticides des champs de soja des multinationales, eh bien, les insectes, les animaux viennent se réfugier chez les autochtones. Alors, la question du carbone, de la lutte contre, la lutte contre les gaz à effet de serre, etc., tout ça est un peu la thématique des scientifiques du GIEC. Et tu estimes que, le GIEC, il y a quelque chose qui ne va pas dans le GIEC, si je comprends bien. C'est-à-dire que c'est toujours ça le rôle de la sociologie, c'est d'essayer de se dire, alors moi j'écoutais les résultats, je lisais les résultats des rapports du GIEC, et c'est vrai que j'avais la boule au ventre, quoi. J'étais nouée, je me disais mais c'est catastrophique et tout ça. Et puis je me suis dit il faut que tu comprennes les origines. Donc voilà, les origines ça remonte au début des années 70, lorsque 2 milliardaires américains, David Rockefeller et Alton Jones, qui ont de grosses fondations philanthropiques, se sont dit on va mettre nos économies dans les fondations offrir aux chercheurs, à quelques chercheurs étalés sur l'ensemble de la planète, on va leur donner de l'argent pour qu'ils nous disent exactement ce qui va advenir, puisqu'eux, ils étaient liés, leur richesse était liée au pétrole. Donc ils voulaient savoir. Au bout de plusieurs années, donc ils ont les résultats, c'est la catastrophe. Et donc là, ils se disent, il ne faut pas que ces informations tombent dans de mauvaises mains. Et donc, c'est toujours l'oligarchie, elle fonctionne comme ça. Dès qu'il y a un problème, hop, elle crée ce que Bourdieu appelait du social institué, des institutions qui vont avoir l'air d'essayer de guérir un problème, et en réalité, il s'agit de le contrôler. Et donc le GIEC j'ai intitulé, je crois, un petit chapitre « Tuer la critique sociale dans l'œuf ». Alors c'est finalement ce groupe intergouvernemental d'études sur le climat n'autorise les chercheurs qui font du très bon travail, mais uniquement dans la perspective de la poursuite du capitalisme. Et donc effectivement, c'est effrayant. Et tandis que, par exemple, si toi, tu étais recruté ou moi au GIEC, je pense que tu serais d'accord pour ouvrir une autre perspective. On laisse le capitalisme, mais nous, en parallèle, on ouvre une perspective post-capitaliste. Après, c'est les peuples qui choisiront. Alors, post-capitaliste, ça veut simplement dire que la propriété privée des moyens de production, de tout ce qui est aujourd'hui financiarisé, ça n'est plus possible, ça ne peut plus rapporter les profits, les dividendes et les rachats d'actions qui sont possibles aujourd'hui pour l'enrichissement des plus riches. Et ça, le GIEC ne le dit pas assez. Mais il ne le fait pas.
Il n'a pas le droit de le faire. C'est comme ça. Et il n'y a pas d'autre perspective que la poursuite du capitalisme. Et alors du coup, et en plus, les résumés doivent être signés par l'ensemble des 195 États qui en sont partie prenante. Et c'est la seule chercheuse que j'admire qui est arrivée à être acceptée pour suivre, pour être observatrice des négociations de ces résumés. Elle montre bien à quel point le GIEC est une machine du consensus. C'est-à-dire que aussi bien les États-Unis que l'Arabie saoudite, enfin tous les pays, l'Azerbaïdjan, tous les pays qui vivent sur les énergies fossiles, évidemment, vont empêcher qu'il y ait des choses trop désagréables, trop nuisibles à l'enrichissement, à la source de leur enrichissement. Alors, dans cette période de bataille pour le sens, c'est cette bataille pour le sens que tu racontes en grande partie dans ce livre. Les oligarques n'ont que le technosolutionnisme à la bouche, je l'ai déjà dit, mais ils sont dans le même temps en guerre contre la science. On le voit aux États-Unis avec l'administration Trump qui est très oligarchique et qui est en guerre contre les scientifiques. Et on voit que les scientifiques en question se rebiffent de plus en plus. Tu en parles dans ce livre. Est-ce que c'est une sorte de voie de libération, de voie d'explicitation de ces enjeux-là? Alors, la révolte des scientifiques. Alors, la révolte des scientifiques, surtout qu'elle est importante. Je donnerai un exemple pour la France qui m'a beaucoup, beaucoup frappé parce que ça se passe au moment où le confinement va arriver le 20 janvier 2020. Et je vois qu'il y a 900 chercheurs en France qui ont lancé un appel dans Le Monde, le journal Le Monde, pour appeler tous les scientifiques du CNRS et de tous les organismes de recherche en France de sortez de vos laboratoires, notre futur est très sombre et nous vous invitons à investir les associations de désobéissance civile. Et je me souviens qu'il citait Alternatiba notamment, ou Extinction Rébellion. Et en effet, ils ont créé un sous-groupe dans Extinction Rébellion qui s'appelle Scientifique Rébellion, qui a aujourd'hui 1900 membres. Donc c'est pas rien du tout. Et la science, évidemment, elle est instrumentalisée depuis toujours par les capitalistes, par les oligarques. Alors on parle d'oligarques aujourd'hui pour bien montrer que c'est une petite caste qui a financiarisé, qui s'est accaparée aujourd'hui, y compris l'information, y compris la santé, tous les secteurs de l'activité économique et sociale, tous les communs sont aujourd'hui, doivent apporter des profits au secteur privé qui est chargé d'évider les services publics, d'évider l'État qui était construit pour être au service de l'intérêt général. Et aujourd'hui, on a un État qui est au service des riches, avec un président de la République qui arrive de la banque Rothschild, avec des millionnaires Premier ministre ou ministre tout simplement. Donc c'est une révolution tranquille, mais quand même qui est spectaculaire. Alors donc, plus largement, dans ton chapitre dans la tête des capitalistes, tu essayes d'entrer dans la logique globale de ces capitalistes, et une logique globale que l'on peut résumer en transformation de la catastrophe climatique en opportunité financière. En gros, que la catastrophe climatique est jolie. Peux-tu nous en parler un peu de ce qui se passe dans leur tête de manière plus globale, comme tu as comme avec Michel, vous avez évoqué ce qui se passait dans leur tête, dans les rapports sociaux, dans cette période qui s'ouvre de ce que tu refuses d'appeler d'ailleurs anthropocène, de capitalocène. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Dans leur tête, c'est absolument d'être toujours... Ils sont mobilisés, ils sont conscients d'appartenir à une classe sociale au sens marxiste du terme, c'est-à-dire avec des titres de propriété qui leur permettent l'exploitation des différentes formes du vivant, ça on l'a dit, mais aussi, comme nous l'avons fait avec Michel, nous avons tricoté la théorie marxiste avec la théorie de Pierre Bourdieu, qui apporte des éléments absolument essentiels sur la domination.
Et quand on tricote le marxisme et la théorie de Bourdieu, ben, ça permet de passer de la domination économique à la domination symbolique. C'est-à-dire la domination symbolique, c'est le moment où les dominés reconnaissent aux dominants leur excellence et leur droit à s'enrichir au-delà de l'imaginable. Alors, tu dédies ce livre à ton fils Clément, à Léo, ton petit-fils, Oui. à Hippolyte et Isidore, tes petits-neveux, comme une sorte de pari sur la vie, sur l'avenir aussi, Oui. après avoir dit tout ça. Et donc, Oui. tu penses qu'il y a des formes de résistance possibles, des potentiels de résistance en nous contre cet ordre-là qui veut finalement, après avoir tout accaparé, se dire qu'au fond, si tout est détruit à un moment donné, on s'en sortira quand même. Alors, c'est pas tout à fait ce que je dis dans le livre, parce que C'est eux qui se le disent. Oui, c'est eux qui se le disent, pardon. En tout cas, alors, donc, moi, j'ai consacré deux ou trois petites pièces du puzzle, quand même, à une réflexion sur nous. À partir notamment du livre de Luc Boltanski et Eve Capiello, qui a été pour Michel et moi un coup de semonce qu'on a ressenti très fort, avec cette phrase qui est bavarde à elle-même, à elle seule. Ce n'est pas la crise du capitalisme qui est un problème, c'est la crise de la critique du capitalisme. Et donc, je propose des solutions collective, d'émancipation collectivement partagée, une réflexion sur la psychothérapie institutionnelle pour qu'on soit capable de critiquer nos propres institutions. Et ça ne veut pas dire qu'on les rejette, ça veut dire qu'on les analyse. Sur la base de la psychothérapie institutionnelle. Il se trouve que je suis lozérienne et que la psychothérapie institutionnelle est née dans l'hôpital de Saint-Alban-sur-Limagnole, près de Mende, là où mon père était procureur de la République, et qui avait donc la responsabilité de surveiller. Il avait la responsabilité d'accepter que François Toscaïès soit le directeur de cet asile, où il y avait 1000 personnes pendant la guerre et après c'était un énorme asile. Et donc, il y a eu une révolution. Il y a eu un travail sur l'institution où le psychiatre Toscaïès a soigné en même temps, de manière démocratique, les médecins, l'institution elle-même, ce qu'on appelait les malades, les aliénés, mon père parlait des fous, dans un processus de désaliénation collective. Et ça a très, très bien marché. Et appliqué à nous, ce serait quoi ? À nous, aujourd'hui, face au dérèglement climatique, la psychothérapie institutionnelle, ce serait quoi ? Ça serait de nous unir, au lieu d'être toujours en train notamment sur le plan politique, même syndical. La situation est tellement sérieuse qu'il faut faire exactement comme font dans la tête des capitalistes, comme fait la grande bourgeoisie, la classe dominante, l'oligarchie. C'est-à-dire que chacun d'entre nous doit défendre les intérêts des plus modestes, de ceux qui ne sont pas des capitalistes. Comme on le fait, toi tu es journaliste, moi je suis sociologue, voilà, on fait notre boulot. Et puis, au lieu de se taper dessus, au lieu de se dénigrer et tout ça, le média est là pour précisément coordonner. Et puis ces instances de coordination peuvent se généraliser et allier à la psychothérapie institutionnelle, où on est toujours en train de se demander qu'est-ce que c'est que cette construction sociale qu'on est en train de faire, toujours avec le recul, l'esprit critique. On peut avancer et justement aboutir à ce processus d'émancipation collectivement partagée pour tout simplement sauver. C'est pour ça que j'ai dédié ce livre aux belles jeunesses qui m'entourent, parce que c'est leur avenir qui est quand même amputé. Et voilà, et ça c'est quelque chose de très lourd à porter pour nous qui sommes des êtres en état de finitude. Voilà, il faut toujours qu'il y ait de l'espoir, il faut toujours qu'il y ait des raisons de vivre.
Tu parles justement beaucoup d'éternité symbolique et comment justement quand on aborde de manière naturelle, hein, et c'est ainsi, sa finitude de voir que dans sa génération, on évoque également avec gravité la finitude de la planète qui nous abrite. C'est terrible, parce que les générations d'avant partaient en se disant que quelque chose resterait pour l'éternité. Oui, c'est ça. Et pas aujourd'hui. Ben, pas aujourd'hui, ça va dépendre de nous. Hein. Il faut toujours bien avoir cette maxime de Sénèque en tête. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Parce que regardez, j'ai cité dans ce livre un dossier de Fakir sur le procès entre François Ruffin et Bernard Arnault. Alors là, il s'agissait plutôt de Squarcini. Tout d'un coup, je ne me rappelle plus de son prénom, mais enfin, peu importe. Bernard Squarcini. Merci, tu es gentil, Bernard Squarcini. Donc, il a fait 10 pages dans le Fakir du numéro de décembre 2024. Et donc, moi, je m'en suis saisie. J'ai dit à mes lecteurs et lectrices, je vous invite au théâtre de l'oligarchie. Et je raconte comment ça a été la panique pour Bernard Arnault, parce que lui, il avait négocié, il a payé 12 millions d'euros à l'État, à Bercy, à l'État français, pour ne pas passer au tribunal comme ayant fait suivre François Ruffin. Et ensuite, il y a eu l'autre procès où il était convoqué comme témoin. Et là, on voit bien, avec le compte-rendu de Fakir, qui est absolument excellent, comment il a perdu pied. Et du coup, si vous voulez, c'est par rapport à la maxime de Sénèque, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. On voit que quand on ose, eh bien, ce sont des géants aux pieds d'argile. Merci beaucoup, Monique. Je rappelle que tu es l'autrice de ce tout nouveau livre, Les riches contre la planète, violence oligarchique et chaos climatique, paru aux éditions textuelles dans la collection Petite Encyclopédie Critique. Et merci à vous de nous avoir écoutés, d'avoir regardé cet entretien sur votre Freebox, sur Molotov, sur notre chaîne Le Média 24/7, sur la chaîne Le Média TV, sur lemediatv.fr, notre site internet également. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire si vous nous regardez via YouTube ou via l'adresse contact@lemediatv.fr si vous nous regardez à la télé. Si vous le pouvez, bien entendu, soutenez-nous. Soutenez notre travail de journalisme indépendant des pouvoirs politiques et de l'argent en allant sur lemediatv.fr/soutien. Dans tous les cas, restez connectés.